Rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié à la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours le jeudi 18 mai 2023 et je continue mes réflexions à partir de Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney sur France Culture, cette émission qu'il consacre donc le samedi 13 mai à la fraternité. Fraternité pas si simple. Avec comme invité Alexandre de Vitry, chercheur en littérature. J'arrive à la fin de cette audio et c'est pour démontrer la théorie que je développe sur la mécanique universelle, sur le site mécaniqueuniverselle.net, sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, l'ensemble humain, évolue, c'est un grand fleuve qui évolue vers son ultime perfection, qui concerne les siècles prochains, peut-être 3, 4, 5 siècles encore, pour arriver à cet état de perfection, mais nous sommes proches au final de cet état-là. Et cet état de perfection, c'est un état de paix universelle, de fraternité absolue, de respect absolu de la nature, donc d'écologie totale, etc., de la fin de la possession, la mise en commun de tout pour tous, voilà, une autre façon d'exister à ce monde. C'est pourquoi il faudra encore quelques siècles pour que l'état d'esprit accepte de se débarrasser, de se libérer de la possession, la domination, le fait d'être le principe dominant-dominé, etc. L'orgueil dépasse le narcissisme, dépasse toutes ces pathologies qui sont inhérentes à l'évolution de notre espèce. Sa chrysalide entre le primate que nous étions et l'homme que nous sommes et l'humain que nous deviendrons, eh bien, il y a toutes ces pathologies qui ne pouvaient pas ne pas monter. Voilà. Mais il faudra dépasser ça et on est en train de le dépasser. Tout doucement, on dépasse ces pathologies. Donc, je remets en route cette émission sur Radio France, sur France Culture, et éventuellement je commente. Voilà. On en est au moment vers la fin. Et pour sa première moitié, le moment d'inflexion sur le lien social, et qui ne passe plus par l'idée de fraternité, en effet. Pourtant, c'est aussi le moment où elle s'institutionnalise enfin durablement dans la devise, puisque c'est la Troisième République. Donc c'est tout le paradoxe de la Troisième République, voilà, 1880. C'est toute l'histoire de la fraternité. Le XXe siècle, on arrive au XXe siècle. N'est pas, en particulier pour sa première moitié, le moment essentiel de la fraternité, mais néanmoins, on en retrouve un avatar du côté de la fraternité révolutionnaire. Et je voudrais vous faire entendre, ce sera notre dernière archive, un propos d'André Malraux, 1967. Est-ce que vous avez toujours le sentiment que la fraternité, c'est beaucoup plus important que la liberté et que c'est beaucoup plus important que l'égalité? Je ne sais pas si c'est plus important. Ce dont je suis absolument sûr, c'est que c'est par la fraternité que passe la révolution. Ou bien c'est la révolution des avocats, comme disait Marx. Et dans ce cas-là, c'est un ensemble de réformes, de transformations. Au mieux, c'est le New Deal. Mais à partir du moment où la réalité révolutionnaire entre en jeu, sa matière première, c'est la fraternité. Je ne conçois même pas une révolution sans fraternité. Vous ne parlez pas de la famille chinoise à Mao. Or, est-ce que ce n'est pas la plus grande révolution de la Chine actuelle que d'avoir supprimé la famille? Je pense qu'il a absolument raison, et c'est clair que c'était la fraternité qui a été le moteur sans doute de l'URSS à un certain moment. Simplement, elle n'était pas universelle, et puis surtout, elle a négligé les deux autres valeurs, l'égalité, pas tellement, mais la liberté surtout. Et le fait de négliger la liberté a fait que cette fraternité a été dévoyée, est devenue ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire une oppression d'un groupe sur un autre, sur d'autres.
Ce qui est le fait nouveau, c'est pas la disparition de la famille, c'est que la famille ne soit plus définie par les liens du sang. En Chine, c'est naturellement alors ça, excessivement important, ou plutôt c'est sans doute ce qui a dû se passer à cette époque-là, dans les années 60. En Chine, il y avait certainement le parti devenait plus important que la famille, etc. Et il y a quelque chose d'important là-dedans. La seule chose, c'est toujours le principe de la dictature. Imposer les choses, c'est les tuer, en somme. C'est les massacrer. C'est salir sa propre... c'est salir le beau, quoi, en somme. Et c'est aussi valable pour les libéralismes qui veulent imposer la démocratie par la violence. Ils en salissent complètement le fondement. Et en fait, ils deviennent absolument pas enviables. Si on essaye, voilà, qui peut accepter que l'Occident ait voulu et commis ce qu'il a commis en Irak au nom de la liberté, et commis ce qu'il a commis en Afghanistan au nom de la liberté, au nom de la démocratie. C'est pas ça va pas, quoi, ça fonctionne pas comme ça. Donc ou en Libye. Voilà, donc ça marche pas. C'est pas s'il n'y a pas la bienveillance derrière, tout ce qui va par la violence. C'est un système dictatorial, tout simplement. Imposer même le bien par la violence, c'est un système dictatorial. Donc, c'est clair que l'Occident s'est comporté comme un système dictatorial, et c'est ce qui fait qu'il est là, conspué sur la planète entière. Parce que les gens, même si, évidemment, les générations, elles passent et on oublie. Mais maintenant, là, c'est durablement là le poids de l'activité des dominants occidentaux, des dominants du côté négatif, hein, les pires des dominants occidentaux. Et ben voilà, ils ont sali un peu l'image que l'Occident aurait pu avoir s'il avait été vraiment universel, bienveillant, fraternel, avec le vrai sens du terme, et solidaire de l'humanité. Si on gardait le culte des ancêtres. Et il a pu réussir l'opération parce qu'il a supprimé le culte des ancêtres, puisque avec les ancêtres, c'était les liens du sang, inévitablement. La Chine n'attache pas d'importance à ces morts. Enfin, la vieille phrase fameuse, il n'y avait plus de morts que de vivants. Aujourd'hui, c'est à peu près fini. Ensemble, on peut dire Mao a réussi à faire une nouvelle famille qui n'est pas la famille, parce qu'il a réussi à faire que cette famille ne soit pas héritière de ses ancêtres. On voit là, Alexandre de Vitry, l'idée d'un passage de la révolution dite bourgeoise, la révolution des avocats, la révolution du peuple. En fait, c'est le passage en Russie de Kerensky pour la révolution de février à Lénine pour la révolution d'octobre. Kerensky, avocat. Le grand mot de Malraux. Si un écrivain s'en est saisi pour en tirer une matière, une langue dans des romans, c'est bien Malraux. Des romans révolutionnaires et souvent des romans militaires aussi. Le grand roman de la fraternité chez Malraux, c'est L'Espoir, qui est un roman de la guerre civile et pourtant un roman de la fraternité. Et c'est une fraternité dont on fait toujours l'épreuve, les armes à la main et dans la vie concrète. La fraternité de Malraux, c'est pas la fraternité de Lamartine, justement. C'est une fraternité qui sait qu'elle est pétrie d'illusions lyriques et qui du coup doit se vivre d'autant plus concrètement et d'autant plus violemment. Malraux accepte la violence inhérente à la fraternité parce qu'elle fait partie de la révolution. Il est sans doute celui qui a le plus poussé cette identification-là de la fraternité à une aspiration à la fois généreuse et inévitablement violente, inévitablement liée à la mort et notamment à sa propre mort. Et Malraux est quelqu'un qui était d'ailleurs très marqué, très obsédé par la question de la mort en même temps que par ces questions des fraternités politiques. Et le deuxième grand texte de Malraux, où il explore dans tous ses recoins la notion de fraternité, c'est un texte qui justement est une section des anti-mémoires qui s'appelle Lazare. Dans une sorte de demi-délire fiévreux, il évoque un mélange de souvenirs vécus et de souvenirs issus de ses propres romans, où il fait l'expérience de l'idée de fraternité et qui à chaque fois le reconduit à une sorte de fascination pour la mort. Donc c'est très mystérieux dans une certaine mesure, mais ça nous dit, dans cette écriture pourtant aussi très politique, que cette espèce d'énigme fondamentale qu'est la fraternité pour les hommes, venue, comme dit encore Malraux, d'un irrationnel des cavernes,
À la fois, c'est de la modernité politique, dont on fait l'expérience dans la fraternité, jusque dans la Révolution telle que le XXe siècle en donne le spectacle, et à la fois quelque chose venu du fond des âges. Étrange et frappant, ce rapprochement avec la mort. On trouve déjà la fraternité ou la mort sous la Révolution. Je pense aussi à la condition humaine, où la fraternité s'exprime devant la mort également dans le partage du cyanure. Tout à fait, et pour Malraux, c'est même là qu'elle s'exprime le mieux, quand elle consonne avec la mort, comme si la mort était une espèce de note de base fondamentale sur laquelle le lyrisme fraternel peut seul se déployer d'une manière qui ne soit pas désuète. Eh bien, curieusement, la fraternité, évidemment, elle est de fait dans l'humanité, puisque nous mourrons tous, et c'est clair que, mis à part une infime petite partie de l'humanité, et simplement parce que l'organisation humaine l'oblige à cet égoïsme, va se détourner la tête, va pas aider son frère, quelqu'un qui serait dans la souffrance ou quoi que ce soit, mais globalement, on est tous liés par cette finalité que nous connaissons, qui est notre propre finitude, notre mort. Nous savons tous que nous sommes mortels et que nous aurons tous à passer cette épreuve, ce dernier moment de notre existence. Donc, il y a quelque chose d'une sorte de fraternité qui ne se dit pas, qui est là, qui est sourde et qui est dans cette chose-là. Et la fraternité, on s'en rend pas compte, mais on est tous altruistes. Et quand on prendra conscience de cet altruisme, c'est-à-dire que nous faisons que donner toute notre existence à nos frères humains, à cette humanité qui évolue, et ceux qui nous ont précédés, ils ont fait que ça. Voilà, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, il y a celui de mon voisin, d'un autre, tous, ils ont donné leur vie entière à cette évolution de l'humanité. Ils ont commis des belles choses, des mauvaises, etc. Mais elles ont toutes servi à l'évolution de l'humanité. Et c'est exactement la même chose pour les hommes il y a 50 000 ans en arrière. Ce qu'ils ont fait, ça a été un travail pour l'humanité. En fait, ils ont travaillé à l'humanité de façon intuitive, sans le savoir, sans comprendre ce qu'ils réalisaient. Mais nous sommes le fruit de ça. Voilà, peut-être ils ont juste fait c'est à travers les enfants qu'ils ont fait, etc. Bon, bref, ce qu'ils ont transmis, ce qu'ils ont découvert, etc., etc. On est le fruit de tout ça. Et ils ont fait que donner leur existence entière à cette évolution. Donc on est dans cette fraternité obligatoire et on ne le sait pas. Et quand on va hisser notre conscience à cette conscience-là, que nous sommes tous des altruistes et des fraternels sans le savoir, on va rentrer dans un amour du prochain absolu. Parce que là, on verra que, oui, on se regarde avec orgueil, on se voit comme ça avec une sorte de suffisance parfois. Et quand on se regardera vraiment profondément, en sachant que, voilà, rien que cette idée, par exemple, de savoir que, que tu croises, voilà, ma voisine ou mon voisin qui a 20 ans, là, dans 80, peut-être 100 ans, je ne sais pas, même si ça augmente, il sera confronté à la même chose dont je vais moi-même être confronté, etc. Ce moment de cette fin. Et donc là, ça doit nous donner une solidarité absolue dans une compréhension et un amour du prochain absolu. Alors pour finir, Alexandre de Vitry, j'ai envie de vous poser une question simple. Quel est cet héritage aujourd'hui? Comment agit-il dans notre vie contemporaine? On pourrait regarder évidemment l'Église. L'héritage de la fraternité. Le pape François vient de publier une encyclique qui s'appelle Fratelli Tutti, tous frères. Eh bien, aujourd'hui, elle ressurgit d'une manière, je crois, très intéressante, dans la mesure où le mot frère
recouvre toujours des tentations de repli. D'ailleurs, dans le monde religieux, puisque vous l'abordez, la fraternité, c'est aussi une manière de désigner des communautés fermées. La fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, voilà, les lefévristes, les frères musulmans. Bon, il y a des... Oui, mais sauf que là, les grands spirituels, même chez les musulmans, chez les juifs, chez les chrétiens ou chez les bouddhistes ou chez les hindouistes, ils ont une vision universelle. Et quand le pape François parle de fraternité, nous sommes tous frères, il ne parle pas que des chrétiens ou que des catholiques, il parle vraiment de l'ensemble. Des usages de cet ordre, et puis en même temps, c'est l'emblème du dialogue interreligieux même. Le mot frère, en fait, notamment dans le christianisme, dialogue interreligieux est en train de prendre de l'importance inouïe. Va venir désigner non plus le frère d'antan, c'est-à-dire l'autre chrétien, mais précisément celui qui n'est pas l'autre chrétien. Et donc autour du mot frère se joue aujourd'hui un enjeu, je crois, crucial, c'est le lien entre la communauté vécue et la possibilité d'un lien avec celui qui ne fait pas partie de cette communauté. Avec décidément l'opposition entre quelque chose comme une aspiration universelle et puis un repli marqué et souvent hostile à l'égard des autres. Si on va du côté de Saint-Nicolas du Chardonnay, on peut voir effectivement ce que ça signifie. Mais ils sont marginaux. Nous sommes à la... Ils sont marginaux, là, ceux-là. C'est même les radicaux de l'islam ou du judaïsme ou du christianisme ou du bouddhisme, parce qu'ils existent, ou de l'hindouisme. Ils sont marginaux malgré tout. Ils sont manipulés, marginaux. Et voilà, c'est pas la globalité. On n'est pas dans cette veine-là. On va vers autre chose. Et le jour où on aura décidé d'arrêter les leaders haineux, les diffuseurs de haine, et c'est très possible de les arrêter, de les neutraliser. C'est extrêmement possible. Il suffit, rien qu'en parlant dans notre pays, sur certaines chaînes où ils répandent leur haine, CNews, machin, BFM, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais vous n'avez plus accès à ces chaînes-là. Voilà, vous pouvez plus le diffuser, ces idées haineuses que vous diffusez. C'est terminé. Vous êtes remplacé par des gens qui diffusent autre chose. Voilà. Eh ben, c'est pareil. Et ça peut être fait de partout sur cette planète. Et là, c'est réglé. Le problème, il est fini parce que l'homme, en fait, ceux qui vont écouter ces diffuseurs de haine et qui vont relayer cette haine parce que ce sont des vulnérables. Et peut-être que même il y aura des lois qui vont prohiber l'utilisation malveillante de la naïveté humaine. Voilà. Et il y aura des lois et je pense que ça sera puni dans le futur, le fait d'influencer le peuple qui par essence est naïf et influençable, et donc l'utilisation malveillante de la naïveté populaire sera punie comme tout ce que nous punissons actuellement. L'âge des communautés réduites, mais à l'âge de ces communautés vécues, de ce qu'on appelle parfois le communautarisme, le séparatisme, enfin voilà, il y a beaucoup de mots qui viennent circonscrire, essayer de décrire ces réalités. Eh bien, les aspirations à l'universel se renouvellent, ne sont pas mortes, et même en fait, je crois, se recomposent. Et en voulant se recomposer, on renouait avec ce mot de fraternité qui était à la fin du XXe siècle presque abandonné. Et qui n'a pas, à vous entendre, perdu quoi que ce soit de son ambiguïté ou de son ambivalence. Non, je crois que peut-être que le secret pour l'avenir est de savoir qu'il est porteur de ces ambivalences, de s'en ressaisir sans naïveté, justement. Pour pouvoir renouer avec ses aspirations les plus généreuses, il faut avoir conscience de ces parts d'ombre qui sont les nôtres. Il y a des secrets dans la langue, dans cette langue qui traverse les âges, et avoir cette ambivalence-là en tête, je crois, est la meilleure manière de continuer de croire à la fraternité. J'espère que vous avez contribué à redonner tout son lustre à la troisième partie de notre devise. Après tout, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci Alexandre de Vitry. Votre ouvrage s'appelle « Le droit de choisir ses frères ». Point d'interrogation. C'est une formule que vous avez empruntée.
À Baudelaire. À Baudelaire. Une histoire de la fraternité, il faut toujours reconnaître ses dettes en littérature. Une histoire de la fraternité, Gallimard, dans la collection Bibliothèque des idées. C'est un ouvrage qui vient de paraître. Vous avez également publié il y a quelque temps Conspiration d'un solitaire, l'individualisme civique de Charles Péguy. Cela me console de n'avoir pas pu traiter de la fraternité chez Péguy, qui vous intéresse beaucoup. C'est un ouvrage paru aux Belles Lettres en 2015. J'ai cité l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti, elle est disponible également en librairie. Régis Debray a publié un livre qui s'appelle Le moment fraternité en 2009. Quelle était sa thèse ? Que la fraternité était le nom que prenait le sacré à l'âge de la révolution et de la modernité politique. Le sacré n'a pas cessé de parcourir d'ailleurs notre conversation quand nous parlions de fraternité, une publication de Gallimard. Et puis je voudrais également rendre hommage à un livre du côté des musulmans. Abdenour Bidar a publié un livre qui s'appelait Plaidoyer pour la fraternité chez Albin Michel, 2015. Il a relancé d'ailleurs son mouvement après le drame du Bataclan. Tout à fait, et le livre d'Abdenour Bidar consonne beaucoup avec l'encyclique du pape François. Donc on est tout à fait dans la même dynamique de surmonter les frontières avec l'idée de fraternité. Les documents sonores que vous avez entendus sont naturellement disponibles sur notre site avec cette bibliographie plus complète à laquelle vous êtes habitués. Vous pourrez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, également écouter, réécouter et podcaster à loisir cette émission pour continuer de réfléchir à la portée historique et civique de notre devise nationale. Et vous jugerez peut-être qu'il s'imposait que nous ayons en arrière-plan pour le générique final un extrait de la 9e symphonie de Beethoven, l'hymne à la joie, l'hymne européen, sur des paroles de Schiller. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée aujourd'hui par Daphné Leblond, avec à la prise de son Yvan Turc, avec Nathalie Rouvillain et Joséphine Lafaille à la discothèque, et pour les archives de l'INA, Véronique Jolivet. Je voudrais aussi remercier la documentation de Radio France qui nous apporte toujours des éléments pour moi très précieux. Voilà, je suis arrivé au bout de cette... Pour une fois, je vais au bout d'une chose, c'est pas ma nature. Voilà pour la fraternité. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, derrière ça, mais on voit que Alexandre de Vitry, et c'est là où c'est ce qu'on retrouve souvent sur France Culture, c'est cet optimisme, en fait, tous ces penseurs-là, qui, en fait, c'est eux qui devraient éclairer et ensemencer les émissions qui passent sur BFM, sur CNews, etc. On devrait entendre ces êtres humains-là. C'est eux qui devraient être le moteur de... Alors, si ça l'est pas, c'est parce qu'il faut de la violence. Il faut très certainement qu'on stimule la violence pour des raisons X ou Y. L'humanité ne se trompe pas. Donc, quand on est dans un état comme maintenant, un état où le système se durcit, où la dictature, même dans les pays démocratiques, est en train de prendre de la densité, le fait qu'on revienne à la détestation de l'autre comme aux pires heures du péril rouge, du péril jaune, etc. Bon, que des êtres humains ramènent, après cette envolée vers la mondialisation, le fait d'avoir été d'avoir maltraité l'Occident, je parle, hein. L'Occident a mis en œuvre plus ou moins cette mondialisation, mais comme il l'a mis avec des intentions de prédateurs,
avec un comportement au moins de prédateur, peut-être pas les intentions, mais avec un comportement de prédateur, avec un comportement de thésaurisateur, un comportement d'inconscient, un comportement je sais pas, de ravageur en somme. Eh bien, il a entraîné une sorte d'hostilité, il a construit un monde qui repart vers le dualisme. Alors qu'on voulait, l'idée c'était de sortir de ce dualisme avec la mondialisation. La mondialisation, c'était quelque chose qui était prévu pour que l'ensemble humain fonctionne correctement, etc., que les échanges soient justes pour aller vers de plus en plus de justice, d'égalité, de partage, etc. Et ben notre sale mentalité de dominants, nos dominants, une partie de nos dominants, avec cette sale mentalité de vouloir dominer, de vouloir ne pas partager le leadership, d'être et de thésauriser, de piller et de voler, etc., etc., et ben on conduit à ce retour vers les antagonismes, voilà, vers un des nouveaux rideaux de fer, etc., etc. Comme si l'Occident avait vraiment besoin de ne pouvait pas sortir de cette mentalité. C'est pourquoi le monde entier a envie d'écarter l'Occident de la domination. Voilà, je pense qu'il faudra encore 20 ou 30 ans. Là, les États-Unis gardent encore l'hégémonie, mais s'ils ne se réforment pas, dans 20 ou 30 ans, c'est fini. Il n'y a plus de... ils seront inaudibles quoi, dans le monde. Le monde se passera sans eux. Ils seront là, mais ils seront comme dans la cour de récréation quand il y a un gosse qui fait chier tout le monde, en gros, hein, je suis désolé de parler comme ça, mais un gosse qui provoque tout le monde, etc., il finit par être écarté, les personnes jouent avec lui, et, bon voilà, on le laisse faire ses crises, mais voilà, le monde se déroule sans lui. Voilà. Et bien c'est ce qui va se passer avec l'Occident tel qu'il a sa mentalité actuelle. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Si vous pensez que ces idées atypiques d'un autiste atypique, d'un autiste Asperger, sont intéressantes pour nos frères humains, eh ben, vous pouvez mettre des pouces, ça augmente la visibilité, et puis vous abonner, et puis en parler autour de vous. Merci, au revoir, à bientôt.